conférence entre guillemets, car le temps nous est compté, l'heure c'est l'heure, et nous avons déjà 1 minute 30 de retard, et nous avons au total 1 heure. Bien, chacun d'entre nous se présentera par la suite. Ça n'est pas la peine que je le fasse maintenant, mais pour Sites et cités remarquables de France, je me dois d'une rapide présentation. Sites et cités remarquables de France est une association qui est née sous le vocable Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et secteurs sauvegardés, il y a plus de 20 ans, à l'initiative d'élus, dont certains sont encore dans l'association, dont moi, mais nous l'avions créée avec 3 autres parlementaires à une époque où nous avions comme objectif de créer un réseau avec ces villes qui ont obtenu un label, une reconnaissance de l'État, soit le label Ville et Pays d'art et d'histoire, soit la reconnaissance en matière d'urbanisme, la reconnaissance d'un PSMV, les secteurs sauvegardés, ce qui était à l'époque les AVAP, ou ce qui sont devenus les AVAP, tout maintenant étant fondu dans les sites remarquables, depuis la loi de 2016, la loi dite LCAP. Voilà, donc nous regroupons 250 villes de tailles différentes, villes et territoires, avec les pays d'art et d'histoire, ce qui fait qu'au total, ce sont à peu près 1600 communes, et au total également directement concernés, 12 millions d'habitants, ce qui n'est pas négligeable, d'autant plus que la règle du jeu veut qu'il y ait une médiatisation forte et une association recherchée avec les citoyens sur le thème du patrimoine. Alors, Sites et cités, c'est un réseau, c'est un relais des collectivités auprès des instances nationales, un espace de conseil et d'expertise, y compris à l'international. Alors, je n'insisterai pas aujourd'hui, mais nos partenaires, qui sont entre autres la Poste, que je salue, mais d'autres sont aussi des partenaires d'État avec lesquels nous avons des conventions, et nous avons 2 conventions depuis l'origine, l'une avec le ministère de la Culture, l'autre avec le ministère des Affaires étrangères, et une partie de nos activités sont des activités à l'international, de conseil aussi à des villes qui soit ont déjà des dispositifs de protection du patrimoine, des centres anciens, ou soit cherchent à acquérir les connaissances et la reconnaissance d'un label, voire à créer elles-mêmes. C'est le cas, je prends cet exemple, c'est le cas le dernier pays dans lequel nous sommes allés, c'était la Croatie, où nous travaillons actuellement avec l'association des villes historiques croates. Il n'y a pas que Dubrovnik, qui était d'ailleurs ici à Paris encore hier, on les a vus hier, et qui cherchent à créer un réseau à peu près identique et à influencer de la même manière les pouvoirs publics pour la création ou l'émergence de règles en matière d'urbanisme adaptées aux centres anciens. Alors, nous avons une approche qui est décloisonnée du patrimoine, qui nous permet d'intégrer des sujets actuels, au-delà du patrimoine lui-même, la protection du patrimoine, de la connaissance du patrimoine, de la connaissance des technologies du patrimoine, de la défense du patrimoine dans l'évolution législative. On a été très mobilisés contre, au moment de l'élaboration de la loi LCAP, qui a abouti en 2016, très mobilisés parce qu'on estimait que la loi LCAP mettait en difficulté la permanence du patrimoine, et nous l'avons été il y a quelques mois encore,
sur la loi Elan, parce que nous estimions de la même manière que la loi Elan portait atteinte à la pérennité, ou pouvait porter atteinte à la pérennité du patrimoine. Donc c'est une approche décloisonnée qui va au-delà du conseil en matière de patrimoine ou du débat avec les pouvoirs publics, qui nous permet d'aborder la qualité urbaine, les mobilités douces, les conséquences du réchauffement climatique, à la fois avec la protection des logements, l'isolation dans les centres anciens, avec l'imperméabilisation des sols, qui pose de gros problèmes, et qui posera encore davantage de problèmes avec le réchauffement climatique. Tous ces sujets nous intéressent, ainsi que, bien entendu, le développement économique ou le tourisme culturel, le tourisme patrimonial, puisqu'aussi bien on estime, ce sont les approximations, mais qu'un visiteur sur deux, un touriste sur deux en France, sur les 88 millions de touristes étrangers, qu'un sur deux a une attirance, choisit la France pour son patrimoine, pour ses patrimoines. Ne restons pas figés sur le seul patrimoine immobilier tel qu'on l'a conçu comme étant le patrimoine pendant des années. Le patrimoine naturel, les paysages comptent tout autant. Notre culture, la gastronomie qui fait partie du patrimoine compte tout autant. Ce sont ces patrimoines qui font l'attractivité de la France, autour, bien entendu, autour de ce qu'on nous a légué en centre ancien. Alors, politique de quartier ancien pose des problèmes particuliers qui ne sont pas nouveaux. On en parle plus abondamment depuis quelques mois ou quelques années, mais lorsqu'on a créé l'association il y a 20 ans, on parlait déjà des centres anciens, des problèmes des centres anciens, de la nécessité de revitaliser les centres anciens. Attention à ne pas donner le sentiment qu'on découvre tout d'un coup un problème qui n'aurait pas existé dans le passé. Il existe depuis des années. D'ailleurs, quand on constate la dégradation de certains centres anciens, on voit bien que cette dégradation ne s'est pas faite en quelques mois seulement, mais elle s'est faite en quelques années. Dans la réanimation des centres anciens, il y a le patrimoine. Et il y a alors les dispositifs qui ont été mis en place récemment, qui viennent s'ajouter à d'autres, et qui complètent ce qui était resté en réalité, parce qu'il y avait déjà eu d'autres dispositifs dans l'histoire, qui complètent en gros le Malraux. Le Malraux sur les secteurs sauvegardés, avec la défiscalisation, qui reste un élément moteur, encore que nous pensons, nous, qu'il faut faire évoluer le Malraux, les exonérations fiscales, et les adapter aux territoires vers lesquels on veut faire de la rénovation de l'ancien. Il est évident que la rénovation de l'ancien, dans des territoires où il y a une forte pression, une forte demande, prenons l'exemple de la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux a été l'une des villes qui a le plus bénéficié de la loi Malraux. Les promoteurs, depuis des années, se sont précipités vers Bordeaux, parce que Bordeaux offrait à la fois une clientèle, un centre ancien, et des loyers qui permettaient. Par contre, quand vous êtes à Pézenas, dont je salue le maire, ou à Figeac, dont je l'ai été pendant des années, les loyers sont plus faibles, le promoteur est donc moins tenté de rechercher un projet de revitalisation, puisqu'il sera moins rentable, le coût étant le même, mais le loyer inférieur. Donc nous pensons qu'il faut faire évoluer le Malraux et l'adapter au territoire et à la pression ou à la pratique des loyers, si on veut, mais des dispositifs nouveaux sont en place. Moi, je ne veux pas être très long, mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut rendre le centre ancien désirable. On ne peut pas se lamenter sur le centre ancien qui se désertifie, mettre ça sur le dos exclusivement, en partie, de l'évolution des structures commerciales, dire c'est parce qu'on a sorti le commerce de la ville. C'est vrai, c'est exact. Une politique d'urbanisme commercial dont on peut constater aujourd'hui les effets terribles sur les centres anciens et en même temps sur les problèmes de mobilité. Ces centres commerciaux
la périphérie des villes. Bon, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est qu'il faut que le centre ancien de la ville soit désirable. Il faut qu'on ait envie d'aller y habiter. Quand on visite un centre ancien, on est parfois admiratif de la qualité architecturale du centre ancien, mais on se dit très clairement, oh, habiter là, il n'y a pas de lumière, les rues sont étroites, et puis qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Et puis que vont faire les personnes âgées? Donc il faut rendre désirable le centre ancien, il faut qu'on ait envie d'aller y vivre. On pourra mettre tous les dispositifs financiers que l'on veut en place. S'il n'y a pas ce désir d'aller y vivre, à ce moment-là, nos concitoyens n'y retourneront pas. Or, c'est un vrai sujet que la réanimation des centres anciens, parce que accepter la déshérence, accepter la vétusté, c'est non seulement tirer un trait sur un patrimoine qui compte, à tout point de vue, je l'ai évoqué notamment dans le domaine de l'économie, mais c'est aujourd'hui, en 2018, avec les perspectives qui sont les nôtres en matière de réchauffement climatique, c'est ajouter une pierre à nos difficultés. Il faut savoir qu'un citoyen qui s'installe quelque part va construire sa maison ou sera locataire d'un groupe immobilier, consomme de l'espace. Et consomme beaucoup d'espace. 300, 400 mètres carrés par individu qui s'installe, parce qu'il n'y a pas que l'individu qui s'installe. Il y a aussi l'école à construire, il y a les voiries à construire, et les crèches. Tout ça, ça accompagne l'installation de nouveaux habitants. 400, 500 mètres carrés, ça dépend des circonstances de gelée. On faisait le calcul il n'y a pas très longtemps sur le territoire de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. 1 500 000 habitants de plus d'ici 2050, 30 ans. Si tous ces habitants vont habiter à la périphérie de Bordeaux, de Toulouse, d'Agen, ce sera en 30 ans à peu près l'équivalent de 20 fois la superficie de la ville de Bordeaux qui aura été artificialisée, imperméabilisée. Ce qui, avec les diminutions de précipitations d'eau, le réchauffement, donc le développement des pollutions, concentrera ces pollutions sur le même lieu, contribuera à aggraver les conséquences du réchauffement. Donc, le centre ancien, il a aussi aujourd'hui sa réhabilitation, il a aussi une raison, une utilité sur l'aménagement du territoire de demain. Alors voilà, on avait été chargé avec Yves Dauge. Yves Dauge avait une mission du Premier ministre. Yves Dauge, que j'excuse, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Il sera remplacé par Madame l'adjointe maire de Rochefort. Il faut le dire, parce que sinon on ne comprendrait pas qu'il soit remplacé par vous. Yves, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, avait une mission sur le centre ancien qu'il a remis, qui a inspiré en partie la politique d'aujourd'hui. Moi, j'avais une mission que m'avait confiée Laurent Fabius avant de quitter le Quai d'Orsay, qui était sur patrimoine et tourisme. Donc, ce sont ces deux sujets qui nous intéressent, parce que dans bien des cas, là où il y a centre ancien, il y a soit aujourd'hui un développement touristique, soit capacité à avoir un développement touristique. Or, le tourisme, l'économie touristique, c'est une économie de balance commerciale, c'est une économie d'équilibre des comptes, et c'est souvent une économie qui est la seule que l'on puisse développer ou réintroduire sur un certain nombre de territoires. Voilà, je voudrais simplement ajouter un mot. Il faut rendre désirable le centre ancien. Nous sommes une association qui est intégralement tournée vers la défense du patrimoine. Donc, quand je dis cela, je n'ai pas l'impression d'être coupable. Mais nous ne devons pas pour autant tenir pour immuable ce dont nous avons hérité. Nous devons transmettre le patrimoine, nous devons transmettre l'esprit du patrimoine, nous devons transmettre les technologies, les techniques du patrimoine héritées du passé et qui, hélas, ont tendance à se raréfier des artisans du patrimoine. Mais nous sommes à un siècle autre et il faut vivre avec le patrimoine, il faut le faire vivre. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter, il ne faudrait pas hésiter. Tout à l'heure, nous étions au Sénat
avec la présidente de la commission culture et patrimoine du Sénat, qui avait réuni les présidents des commissions régionales architecture et patrimoine, créées par loi de 2016. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause, sans doute, certaines de nos règles établies à un autre moment pour faire évoluer le patrimoine lui-même. Il ne faut pas hésiter. Toutes nos places dans les centres anciens ont été conçues par démolition successive de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces places. Il ne faut pas s'imaginer que les places sont innées. Certaines ont été créées ex nihilo, mais dans les villes du Moyen-Âge ou autres, les places, ça a été des démolitions. Et elles ont permis la vie de la cité. Donc il faut s'interroger aussi ce qui a été figé il y a 20 ans dans des documents d'urbanisme, ou il y a 25 ans, ou conçu dans une autre approche, ou conçu parfois avec une approche un peu sectaire, en disant on ne fait que défendre le patrimoine. Si l'on veut redonner de la vie, parce qu'il faut se poser la question, pourquoi les gens n'y sont plus? Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi sont-ils habités ailleurs? Si on veut redonner de la vie, il ne faut pas avoir une position trop figée. Et par contre, il faut maintenir le respect et la protection du patrimoine. Nous, c'est notre raison d'être. Alors, qui intervient le premier? La première, Madame le maire adjoint de Rochefort, Association Cité Remarquable de France. Monsieur le Président. Mais non, vous n'êtes jamais très long parce que vous avez toute cette histoire de l'association avec l'ensemble de l'équipe qu'il faut saluer aussi, parce que c'est vrai que l'équipe association Cité Remarquable, c'est une petite équipe, mais une fine équipe avec une directrice et différents chargés de mission qui vaut à l'association de pouvoir rayonner sur des dispositifs à la fois nationaux et internationaux. Vous aviez raison, Monsieur le Président, et merci de le souligner aussi. La question de la coopération, vous avez cité nos partenaires, entre autres la Caisse des dépôts et consignations qui vient de nous rejoindre, la Poste. Il faut souligner aussi un partenaire comme EDF également, et pas des moindres, puisque cette coopération intergénérationnelle, interdisciplinaire et internationale nous vaut de nous retrouver à ce salon international du patrimoine et de pouvoir témoigner auprès de vous, qui êtes venus nombreux. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge, je vais prendre une gorgée d'eau. Je viens de ma province profonde, n'est-ce pas? Et pardonnez-moi. Et de saluer effectivement cette émergence et cette effervescence qui vaut que au Salon international du patrimoine, nous avons l'international cette année et puis l'Europe au premier chef de nos coopérations. Et puis nous avons, nous en tant qu'élus, puisque je suis adjointe à la culture, au patrimoine et aux grands projets et au tourisme de la ville de Rochefort. Donc Rochefort, 25 000 habitants. Dans un territoire Rochefort-Océan qui compte 26 communes en EPCI, dans un plus large territoire qui est la Charente-Maritime et qui est le deuxième département, notamment en termes de nuitées touristiques, mais également le premier département en destination mobilité douce sur notamment les questions de véloroute, voies vertes et la protection de son littoral. Alors Rochefort est également une ville qui a 30 ans de label Ville d'art et d'histoire, porté par Jean-Louis Fraud à l'époque, qui a été le grand chef et le grand mamamouchi de la restauration de la Corderie royale, dont vous avez certainement entendu parler par ce grand chantier de reconstruction qu'est l'Hermione. Mais la Corderie royale, ça n'est pas que ça, et Rochefort, ce n'est pas que ça. Vous l'avez souligné, cher Président, il ne faut pas juste découvrir le sujet aujourd'hui de cette perte de vitesse des centres-bourgs et des centres-villes urbains, périurbains et bien évidemment du centre-bourg, parce que la ville est quand même la France est quand même à majorité rurale, et que des villes et grandes villes, hormis les grandes métropoles et les villes de taille moyenne que j'habite, le tissu
de vie, je parle bien de tissu de vie, est fait de centre-bourg et de villes moyennes, ce qu'on appelle les villes moyennes, que Madame la Présidente d'ailleurs de Ville-de-France n'aime pas trop qu'on emploie, à juste titre, elle a raison. Il n'y a pas de ville moyenne, il y a des villes qui vivent, il y a des villes qui ont un peu plus de difficultés, il y a des centres-bourgs. Et vous dire également que ce territoire, avec la reconversion des friches patrimoniales qu'était la Corderie royale, depuis maintenant une vingtaine d'années, essaie de réfléchir à comment arrêter cette perte d'habitants, cette perte de dynamique économique, liée en fait essentiellement à la manière dont on habite sa ville et dont on habite son territoire. À cela, on ajoute comment dirais-je, parce que ça nous pose question aussi, les usages de la ville. Vous avez raison de le souligner, Monsieur le Président. Les modes de vie ont changé. La voiture a fait une irruption violente dans nos villes et nos villes protégées. Nos villes n'ont pas été conçues pour ça, par exemple. Ça veut dire comment, dans nos usages au quotidien, à la fois on inclut tous ces nouveaux éléments de vie au quotidien, comment on vit le patrimoine au XXIe siècle, c'est-à-dire le développement durable, vous l'avez souligné, mais pas que. Ça veut dire l'évolution de la vie des gens, c'est-à-dire que vous commencez votre vie, vous vous mariez, vous avez des enfants. Vous avez raison, la place de la vie familiale dans les centres-villes patrimoniaux. Et puis à un moment donné, ça devient trop petit, parce que comme les politiques de rénovation n'ont pas été suffisamment portées, on se retrouve avec des vacances de logement absolument phénoménales. Pour ne citer que la ville de Rochefort et son territoire, nous avons donc à l'aune du bassin de vie de Rochefort-Océan 69 000 habitants, la ville de Rochefort 25 000 habitants. Tout de suite, nous descendons à 7 000 habitants pour la ville la plus importante, on va dire, derrière. Nous avons une vacance de logement à l'échelle du territoire global de 1870 logements vacants. Tout confondu, hein, public, privé, en déshérence ou pas. Pour la seule ville de Rochefort, nous avons 750 habitations vacantes sur une population de 25 000 habitants. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui veut dire aussi que le troisième point que nous avons à faire valoir, alors la loi CAP a été un dispositif qui nous a porté à un moment donné. Il a fallu se positionner également sur la loi Elan. Monsieur le Président a résumé la place de l'association, mais nous, en tant qu'élus ville, je ne vous cache pas qu'il y avait des éléments sur la loi Elan qui ne nous satisfaisaient pas totalement, que nous avons fait savoir effectivement par le biais de l'association, mais par d'autres voies, pour que cet étau, on va dire, de la production de logements qui nous contraint, et puis des verrous qui sont posés sur certains dispositifs, et des pénalités qui empêchent des villes patrimoniales de pouvoir se renouveler et de pouvoir accompagner la redynamisation du centre-ville. Par exemple, la ville de Saujon, en Charente-Maritime, la commune, est contrainte par tous les dispositifs, on va dire loi littorale, ZPPAUP, Natura 2000, etc. Il n'a plus de réserve de foncier, donc ne peut pas continuer à construire selon ce qui lui est demandé. Ne peut pas se surélever parce qu'il y a d'autres dispositifs qui lui interdisent donc de le faire, a une poussée démographique sur le littoral chez nous. Vous en témoignez, monsieur, puisque La Poste, mon collègue de droite, habite La Rochelle. Nous avons une poussée sociologique et démographique d'attractivité de notre zone littorale, se retrouve à avoir une amende de pénalité de 250 000 € qui pèse sur ses investissements et ses projections financières sur 10 ans. C'est-à-dire qu'il est obligé d'emprunter pour pouvoir payer une amende. Il y a un moment donné où les choses, ça ne va pas. Enfin, c'est pas cohérent. Et la question du patrimoine à Rochefort, elle se pose exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans le plan d'Auge, et dans le plan qui est porté par l'association, il y a cette volonté d'avoir un volet expérimental de 17 communes, une ville, qui expérimentent et qui réfléchissent à ces dispositifs. Le plan d'Auge, dans le plan Action Cœur de Ville, pour lequel la ville de Rochefort a donc été identifiée, ce n'est pas seulement ces 17 villes qu'il faudrait identifier.
ce sont les 70 villes du dispositif Action Cœur de Ville qui ont été identifiées. Parce qu'on ne peut pas, sur la règle du général, travailler les villes patrimoniales comme n'importe quel autre centre urbain. Ça n'est pas possible. En tous les cas, moi, en tant qu'élu, et la ville de Rochefort, mais d'autres villes l'ont bien identifié de cette manière-là. Et dans le cadre du plan d'action Cœur de Ville et du travail organisé avec l'association Cité Remarquable sur les différents dispositifs, notamment les leviers financiers et de fiscalité à trouver, le travail sur la redynamisation du commerce en centre-ville, il ne peut pas se poser uniquement de cette manière-là. Bien évidemment, il y a les leviers fiscaux, il y a l'aménagement, il y a le volet numérique, qui est très important sur la question, pas seulement du commerce, mais également de son inclusion dans la visibilité du patrimoine. Il y a les mobilités. Les mobilités, ça veut dire aussi, dans le plan d'action Cœur de Ville, comment on ramène le travail à l'intérieur de la ville. Oui, mais on a 10 minutes, Monsieur le Président, chacun. Non, on n'a pas passé encore. Je vous remercie. Je vais conclure, mais ce que ça veut dire que, sur le principe, toutes ces villes d'art et d'histoire, ces villes patrimoniales qui sont investies dans le plan d'action Cœur de Ville, nous devons porter ensemble un discours vraiment beaucoup plus volontariste, engagé avec des coopérations de partenaires. La Caisse des dépôts réfléchit, je crois, à accompagner encore différemment. Vous nous aidez beaucoup déjà, les villes patrimoine, sur ces éléments-là. Mais bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. C'est vrai ? Oui. Merci. Mais je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais le tenir, on ne sait jamais. Non, merci. C'est difficile. Hein. Donc, je vais donner la parole à M. Ferrez, qui est directeur de la Poste IMO. Alors, vous allez d'abord nous dire ce que c'est que la Poste IMO. Oui, bonjour. Ça marche, ça ? Oui. Donc, je suis le directeur général de Poste IMO, c'est-à-dire qu'en fait, je suis le patron de l'immobilier de la Poste. Voilà. J'habite pas à La Rochelle, malheureusement, mais je suis rochelais. J'habite à La Rochelle pendant les vacances, dans le secteur sauvegardé, en face de l'hôtel de ville. Et je suis assez sensible à ces questions-là, d'autant que c'est en face de la Poste, qui est vide. Voilà. Alors, bon, moi, je vais vous parler de mon boulot, non pas en tant que ça peut vous intéresser, mais en tant qu'il résonne avec le sujet d'aujourd'hui. C'est très simple, c'est très très simple. On vit une baisse du courrier, moins 8% par an, vous n'écrivez plus, et d'ailleurs, je ne vous félicite pas. Vous recevez des paquets, ça c'est sûr, puisque vous n'allez plus faire vos courses en centre-ville, je ne vous félicite pas non plus. Et Amazon triomphe au grand désespoir de tous ses concurrents. Voilà, donc le paysage il est simple, c'est qu'avec une baisse du courrier de 6% par an ou de 7% par an, eh bien, le modèle qui est fondé sur des centres de tri en centre-ville, des hôtels, des postes, etc., ce modèle qu'on hérite d'un démembrement de l'administration centrale. La Poste, c'est 1477, la date de création de ce service-là. Eh bien, ce modèle est désormais périmé. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les hôtels des Postes, qui sont des bâtiments, la plupart du temps, absolument remarquables, magnifiques. Alors, il y a La Rochelle, bien sûr, qui est le plus beau d'entre eux, bien entendu. Mais vous avez aussi la Poste du Louvre, à côté, qui était vide. Et vous avez comme ça, en ville moyenne, et moi je suis très très attaché évidemment du fait de mes origines, non seulement à la côte atlantique, mais aussi aux villes moyennes, vous avez comme ça des 5000 m², 6000 m² qui sont vides. Châteauroux, Bourges, Colmar, Auch, Perpignan, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Brest, voilà, Brest, rue de Siam, c'est la rue d'Édith Piaf et de Barbara, d'Yves Montand, 5000 m² vides depuis 5 ans. Voilà, donc ça c'est le sujet. Donc vous voyez bien que le sujet, il est évidemment à entrées multiples. D'abord, et avant tout parce qu'on est là aujourd'hui, si j'étais devant mon directeur financier, je commencerais par les pertes sur charge que ça m'occasionne, puisqu'il faut gardienner tout ça. Mais là, devant vous, il y a quand même déjà un sujet totémique. Voilà, on est sur des lieux de mémoire. Je vous renvoie au bouquin de Pierre Nora. On est sur des lieux de mémoire. On est sur des lieux qui marquent une centralité. Ces lieux-là ne marquent pas une centralité parce qu'ils sont au centre-ville. Ils ont marqué de tout temps une centralité d'usage, une centralité fonctionnelle. C'est pour ça que la notion de centralité,
On peut marquer une centralité dans un quartier périphérique, pour peu qu'on draine des gens qui ont un intérêt, etc., etc. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Bref, donc vous avez une problématique de centralité, une problématique de totem, une problématique de décroissance démographique et une problématique de décroissance de boulot, d'activité. Quand on parle de La Rochelle, c'est facile. C'est très très facile, mais si je vous parle de Saint-Quentin-Basilique, si je vous parle de Cambrai, si je vous parle de Calais, si je vous parle de Metz même, qui est une grande ville, hein, vous voyez bien que c'est quand même une autre paire de manches et que tout ne peut pas reposer sur la problématique touristique. Tout ne peut pas reposer sur la problématique touristique. Alors là, on est comme ça, et puis ben voilà, on est un peu comme des pommes, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliers de mètres carrés? Et du coup, c'est la question de l'usage. Voilà. Alors la question de l'usage, ben, y a des gens qui sont, à mon avis, plus compétents que d'autres pour la régler. C'est pour les promoteurs, parce qu'eux, ils arrivent une fois que l'usage est posé, c'est assez facile, globalement. Ben, moi, je pense que c'est les élus qui sont compétents tout simplement pour déterminer quel est l'usage au regard des conditions socio, démographiques, économiques, blabli, etc. de leur commune. Donc, premier sujet. À partir de là, si vous voulez, il y a un deuxième sujet que je n'aborde pas ici parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi la question de la pérennité d'un certain nombre de services au centre-ville. C'est une très grosse question, hein. Il y avait 17 000 postes. Il y a 36 000 communes en France, hein. Donc 17 000 postes, c'est 1 sur 2, hein, globalement. Bon, c'est réglé comme la taille des départements. Vous savez, tout ceci, c'est les implantations sont les enfants de la mobilité, hein. Donc la journée de cheval, la journée de ce que vous voulez, d'estafette, la journée de véhicules électriques, la journée, bon, etc. Et même en 1920, la journée de l'aéropostale, hein. Et ça vous donne un périmètre d'action. Donc c'est tout à fait passionnant, on ne va pas rentrer là-dedans. Encore que ça vous donne la forme des immeubles. Bref, aujourd'hui, dans ces villes moyennes dont je parle, Niort, tiens, par exemple, 35% de la population, 35% de la population a plus de 65 ans. Voilà, premier sujet. Deuxième sujet, en France, 70% de la population décède là où elle est née. 70% de nos concitoyens meurent là où ils sont nés, ou d'où ils viennent. Hein, c'est pas forcément la même rue. Alors on fait quoi avec tout ça? Et puis, il y a un troisième élément, c'est qu'on est vieux de plus en plus longtemps et qu'on est vieux de plus en plus jeune. Je veux dire par là. Ouais. Moi j'ai la grippe, parce que moi je suis allé en week-end à La Rochelle, j'ai attrapé la crève. Alors, c'est vous qui m'avez refilé ça. Alors, tout ça pour vous dire que, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On fait avec tout ça qu'aujourd'hui un homme ou une femme de 70 ans, bien sûr qu'il est retraité au sens de ce que vous voulez, de la caisse de sécu, de l'INSEE, etc. Mais c'est un élément absolument productif. Une ville, c'est un lieu de production. C'est un lieu de production de sens, c'est un lieu de production d'activité, c'est un lieu de production de savoir, et c'est un lieu de transmission. Voilà, c'est ça une ville. C'est pour ça qu'il faut vivre en ville. Donc si vous voulez, on s'est dit avec la Poste, j'allais dire avec la RATP, on s'est dit avec la Poste, et j'en ai parlé mon ami ici présent de la Caisse des dépôts, on s'est dit, bon sang, autour des seniors, mais j'aime pas ce mot, il y a un truc à faire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des dortoirs à vieux, parce que si c'est ça, vous voyez la revitalisation des centres-villes en abordant la personne qui a plus de 70 ans et qui est en parfaite santé, et qui va être en parfaite santé pendant 15 ans, si on l'aborde comme ça, on passe totalement à côté de l'exercice. Donc on est en train de regarder comment on pourrait reconvertir des sites merveilleux. 1 sur 2 est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, hein. Bon. Et d'ailleurs, il faut se battre pour que les ABF, leur mission perdure. Il faut se battre. Bien sûr, ils nous ennuient tous dans les permis de construire. Mais bon sang, ce sont des digues. C'est un métier capital. Il faut se battre pour la préservation de ces gens-là. Hein, je le dis parce que... J'ai réagi. Oui. C'est pas l'ABF qui nous ennuie. Ce sont les règles. Oui, d'accord. Ah ouais, enfin, parfois, c'est l'ABF aussi. Ce sont les règles qu'on a demandé aux ABF oui. d'appliquer. Absolument. Enfin, je dépose quelques permis de construire par an. On les a pris dans le collimateur, mais c'est pas eux. Voilà, en tout cas, moi, je les adore parce que c'est les garants d'un monde qui ne doit pas être un monde perdu. Tout ça pour vous dire qu'on est en train de se dire ça. Donc, voilà,
Alors on va reconvertir des monuments, des bâtiments, des hôtels, des postes magnifiques, on va les reconvertir en résidence senior. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait le boulot. Comment faisons-nous pour qu'une population qui aujourd'hui va vivre un nouveau business model. Aujourd'hui, les seniors, c'est les enfants des 30 Glorieuses. Mais dans 15 ans, les seniors, c'est plus les enfants des 30 Glorieuses. Dans 15 ans, c'est des gens formidables comme moi. Et donc, vous allez avoir des gens qui sont hyper connectés, vous allez avoir des gens qui ont bénéficié des 30 Glorieuses, vous allez avoir des gens pour lesquels la périphérie et la centralité, vous voyez, ben, ça donne un autre business model. Et donc, moi, je cherche avec les élus, comment ces lieux dans lesquels les gens vont habiter dans des appartements, pas dans des chambres, dans des appartements, peuvent être producteurs de sens. Le premier des sens, alors à ce moment-là, vous voyez les élus. C'est quoi vos problèmes ? Les problèmes, c'est pas compliqué. D'abord, c'est l'emploi. Le deuxième problème, c'est l'éducation. Alors, soutien scolaire plein pot. Je suis certain qu'en mettant 300 mètres carrés à disposition au rez-de-chaussée de chacun de ces immeubles, nous pouvons enclencher, avec des réseaux qu'il faut qu'on trouve, j'ai pas eu trop le temps d'en chercher, mais je vais les chercher, de l'éducation sans frontières, de ce que vous voulez, de l'éducation, du soutien scolaire. C'est rien le soutien scolaire, c'est juste s'assurer qu'entre 16h et 19h, un gamin, il ne tient pas les murs, quoi. Voilà. Et ça, c'est le premier ferment de distinction sociale. Donc moi, je suis au taquet là-dessus. Mais il y a d'autres sujets. Il y a la culture. Il y a l'accès aux livres, il y a des bibliothèques. C'est rien de 100 mètres carrés quand on est sur un programme de 300 millions d'euros. Voilà. Donc, moi, mon enjeu, bien entendu, c'est de reconvertir des sites vacants. Bien entendu, c'est de garder ce patrimoine absolument enchanteur. Bien entendu, c'est de loger des seniors qui peuvent me donner du rendement, etc. etc. Mais c'est surtout d'arriver à recréer des polarités urbaines avec les élus. Voilà, c'est ça mon sujet. Merci, monsieur le directeur. Et c'est une expérience qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Non, je vais donner la parole maintenant à monsieur Vogel-Singer, qui ne passera pas tout de suite à monsieur Delannoy au titre de la Caisse des dépôts et consignations, parce que je voudrais bien qu'à l'arrivée, monsieur Delannoy puisse tout ramasser et nous dire combien il va nous apporter, puisqu'il est venu gentiment aujourd'hui une nouvelle fois avec nous. Bon, monsieur Vogel-Singer, lui, est maire d'une ville que je vous invite à découvrir si vous vous promenez un petit peu dans le sud de la France, qui s'appelle Pézenas, qui est une ville formidable et sur laquelle il a fait un très très gros travail de réhabilitation. Allez Alain, après ces félicitations, respecte ton temps de parole. Beaucoup. Donc simplement, j'avais prévu quelques images, mais on est un peu pressé par le temps, donc je vais être plus rapide. Dire que par rapport à ce qui a été évoqué, nous on est une petite ville, mais on est un cœur de pays. Donc dans le cadre de cette petite ville, on n'est pas dans les villes moyennes, on est dans des villes qui ont 8 000, 10 000 habitants, 12 000 habitants. Et ces petites villes, effectivement, elles sont à un moment donné avec des problématiques de vitalité du centre historique. Ces problématiques de vitalité du centre historique, ces problèmes-là, on ne les traite pas avec une solution, on les traite avec un maillage, avec de choses, avec une multiplicité d'intervenants. Et Pézenas, par exemple, merci à notre président pour la qualification positive qui est faite, mais c'est le travail de nombreuses années, avec, depuis les années 60, un travail important qui a été fait sur l'artisanat d'art, en cœur de ville, la présence également d'antiquaires et de brocanteurs, l'émergence d'une terre de vin également tout autour de la ville, avec un terroir Pézenas dans le cadre d'une AOC de Languedoc, qui est très importante aussi. Et derrière, donc, le tourisme qui a permis, par rapport à un patrimoine qui est un patrimoine exceptionnel, d'avoir à peu près 700 ou 800 000 visiteurs par an. Donc tout ça s'est fait au gré d'équipements. On a travaillé pour revitaliser le cœur de ville avec tout le monde. Alors moi, j'entends ce qu'on dit sur les seniors, mais heureusement qu'on a les seniors, je dirais, d'abord parce qu'ils ont une autre approche des choses, une vision, un recul, une vision à long terme. Ensuite, derrière, ils sont fortement impliqués dans la vie associative, dans la vie culturelle locale, dans la vie municipale. À un moment donné, c'est normal, quand on est jeune, on a sa vie à construire, on a derrière sa vie professionnelle, sa vie familiale, etc. On est senior, on est beaucoup plus enclin à dégager du temps
pour pouvoir s'investir dans la vie associative, pour venir en soutien. Et effectivement, ce que vous évoquez est important. Trouver demain des tiers-lieux où on puisse avoir de l'intergénérationnel, où on puisse faire se rencontrer les gens, créer du partenariat, sensibiliser les enfants à la culture, au patrimoine, au métier d'art, à tout ce qui fait la qualité de vie et la qualité d'une ville. C'est quelque chose d'essentiel. Donc on est aujourd'hui sur la ville de Pézenas dans une logique où, après avoir travaillé sur le patrimoine, c'était important, c'était essentiel, c'est séculaire, puisque les premiers mouvements liés au patrimoine remontent à la fin du 19e siècle avec un comité Molière qui s'était créé à Pézenas, puisque Pagnol a dit un peu plus tard, si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. C'est à Pézenas, on est ici dans les locaux de la Comédie Française, c'est à Pézenas que les premières signatures ont été faites au nom de Molière. Donc c'est une ville qui était liée à l'image de Molière. Ça a été porté dès le XVIIIe siècle par des habitants de la ville. Derrière, ce sont ces habitants qui ont fait que nous avons eu, au XXe siècle, une association de sauvegarde du patrimoine qui est née. La ville a travaillé sur le patrimoine. Derrière, ce que nous avons travaillé, moi je suis maire depuis 1995 et mes prédécesseurs avaient entamé la démarche, c'est sur un patrimoine à vivre. Un patrimoine qui soit pas seulement un patrimoine pétré, un patrimoine de pierre, comme disait tout à l'heure Martin Malvy. Le patrimoine, c'est quelque chose d'ouvert. On a le patrimoine naturel à nos portes et on a une richesse extrême à ce niveau-là. On a le patrimoine culturel immatériel et dans la ville, nous avons un animal totémique qui est le poulain qui remonte au XIIIe siècle, qui est quelque chose d'important, très accroché au cœur des habitants de Pézenas. Des Picénois, comme on dit, et derrière, on décline à partir de là les saisons occitanes, je dirais, du Nadal qui va arriver, de Noël, à Martror, qui est notre Toussaint, en passant par la Saint-Jean ou le Carnaval, voilà. Donc il y a réellement une implication des gens autour du patrimoine culturel immatériel, et l'autre patrimoine culturel immatériel qui est important et prégnant à Pézenas, c'est le patrimoine lié au métier d'art, parce qu'il y avait une tradition d'artisanat d'art sur la ville qui a été renforcée. Et d'ailleurs, les ateliers d'art de France qui nous accueillent aujourd'hui au Salon international du patrimoine culturel ont signé en 2012 une convention avec la ville pour faire vivre la Maison des métiers d'art. Et nous avons une magnifique vitrine des métiers d'art qui a développé depuis 2012 une quarantaine d'expositions en plein cœur de ville, sur la place principale. Donc tout ça, c'est important, je dirais, de mailler antiquaires et brocanteurs, artistes, artisans d'art, vignerons, restaurateurs d'excellence. Nous venons d'accueillir un chef étoilé récemment sur une propriété de la ville. Voilà, tout ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de vital. Il faut conserver la vitalité de la ville en la renforçant avec beaucoup d'imagination. C'est vrai qu'on a créé sur la communauté de communes, il y a quelques années, la première poste intercommunale parce qu'on avait perdu à Cazouldero, un petit village de 250 habitants, la poste fermée. Donc à l'époque, on a passé une convention pour que cette poste devienne un lieu avec un point de bibliothèque, avec la possibilité de retirer 4 sous également. Donc on était dans ce qu'on appelait les multiples ruraux, 4 sous pour les habitants, etc., etc. On a mis plusieurs services. La communauté de communes a porté ça, et nous avons eu le plaisir d'avoir M. Bailly qui est venu signer la première convention pour la création d'une poste intercommunale sur ma communauté de communes. C'est en travaillant comme ça, ensemble, qu'on arrive à tisser toujours plus de liens. C'est vrai que Martin Malvy, comme moi, nous avons géré des petites villes qui sont des villes où le tissu est effectivement assez serré, où les choses sont faciles. On a 4 lycées sur la ville, 2 collèges, un hôpital local, la 8e compagnie de gendarmerie de France. On a un office de tourisme qui nous permet aussi de tirer les choses parce qu'on s'est relié avec Cap d'Agde de Méditerranée. Et nous venons d'avoir actuellement sur Agde et Pézenas le label Grand Site Occitanie, qui est un label sur lequel nous comptons, qui a été créé en Midi-Pyrénées par le président de la région Midi-Pyrénées de l'époque, qui est à nos côtés, et qui aujourd'hui est étendu à la région Occitanie, et sur lequel nous comptons beaucoup pour dynamiser encore la ville par une politique touristique très qualitative, mais très ouverte. Je crois que c'est parce qu'on est bien à Pézenas que les gens viennent. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a réellement une qualité de vie. Cette qualité de vie, ce patrimoine à vivre, c'est un patrimoine qui s'exporte, qui fait venir les gens. Et je crois que ça, c'est important pour nous de continuer à travailler dans cette direction. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais continuer. Il y a beaucoup de choses. Merci Alain.
Je vais maintenant donner la parole à M. Delannoy, qui est expert en projet Caisse des dépôts et consignation. La Caisse des dépôts qui est dans une certaine évolution d'ailleurs actuellement, dont personnellement je me félicite, avec la mise en place de la Banque des territoires. Et il est évident que nous avons besoin des financements de la Caisse des dépôts, entre autres, pour mener à bien nos projets. Je ne sais pas si je réinterviendrai après votre intervention. Je ne sais pas si et puis je voudrais que vous puissiez poser 2 ou 3 questions. Parce que saisis la complexité du sujet du centre-ville. Le centre-ville, ce n'est pas uniquement du logement. Ce n'est pas uniquement le commerce qui est parti. C'est une globalité, c'est un ensemble. C'est un lieu de centralité. Et c'est là, Alain Vogel-Singer vient de l'évoquer, sur Pézenas, qui est une ville de 10 000 habitants, sur Pézenas, les équipements existent dans la ville. Il y a 2 lycées, il y a des collèges, il y a la santé. Le déménagement progressif des populations pose des problèmes considérables, puisque ça amène à recréer ces nouveaux équipements à l'extérieur pour accompagner les populations, avec la désertification des équipements qui existent à l'intérieur de la ville. Donc c'est un véritable gâchis. Alors il faut, ce que fait la Poste aujourd'hui, il faut aussi, lorsque dans la ville ou hors ville, il y a un édifice historique, il y a 40 000 monuments qui sont classés en France. Lorsqu'il y a un édifice historique, il faut en chercher l'usage. Alors parfois il a maintenu un usage, mais parfois il est sans usage. Il y a un exemple qu'on prend souvent aujourd'hui, je prends les exemples parce qu'ils sont dans l'actualité. Il n'est pas le seul, ce n'est qu'un exemple, je peux en citer d'autres, mais c'est l'exemple de Sedan. Sedan avec un château Vauban magnifique. Et Sedan, une ville avec un niveau de vie, de population faible. Les gens sont pauvres à Sedan. Le niveau moyen de vie est faible. Le château est en déshérence. C'est une ruine qui avance, qui progresse. Et courageusement, la ville de Sedan, le maire de Sedan, accepte que l'État lui cède le château. Ce magnifique château Vauban. Et aujourd'hui, c'est un hôtel, 4 étoiles, 3 étoiles. C'est un hôtel de 50 ou 60 chambres qui participe à nouveau à l'image de Sedan et au dynamisme du cœur de ville. Autrement dit, il y a aussi des occasions à saisir, mais il n'y a pas un seul sujet, il y a une multitude de sujets. Et on ramènera le commerce. Alors, l'e-commerce est venu compléter le désastre, le désarroi des commerçants traditionnels. Mais on ramènera de l'activité commerciale dans les centres-villes. Si on a commencé par ramener les gens, si on ne ramène pas du citoyen dans le centre-ville, si on a 15% de logements vacants, on ne ramènera pas du commerce. Donc on ne ramènera pas d'activité nouvelle. Monsieur Delannoy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à tous. Et merci à vous de nous associer à cette séance et aux échanges, j'espère que nous pourrons aussi avoir avec la salle, en m'excusant des quelques minutes avec lesquelles je vous ai rejoint en retard, mais lié à une grosse panne dans la ligne 1 du métro, donc qui m'empêchait de vous rejoindre. Alors, donc, je représente effectivement la Banque des territoires Caisse des dépôts, et donc où je dirige le programme Action Cœur de Ville, donc je vais surtout me concentrer là-dessus, en disant d'abord que c'est un sujet que la Caisse des dépôts a aussi appris à connaître ces dernières années, je le dis en toute simplicité, puisque nous étions quand même plutôt concentrés sur l'accompagnement des grands projets dans, on va dire, les grandes villes, les grandes métropoles, où on dialogue avec les grands comptes, on va dire, publics, et aussi, bien sûr, un certain nombre de partenaires, dont la Poste, mais aussi des partenaires privés. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu très fortement la volonté non pas de se désintéresser de ce qui se passe dans les grandes métropoles, mais de regarder aussi ce qui se passe ailleurs, parce qu'on sent bien qu'il y a des enjeux, et ils sont de différentes natures. Il y a, j'allais dire, presque un enjeu d'abord républicain, c'est-à-dire que ces territoires ne peuvent pas se sentir progressivement à côté du progrès ou de ce qu'on considère comme tel. Ils doivent se sentir concernés par à la fois la mise en œuvre d'un certain nombre de mutations, mais aussi la capacité à travailler sur des perspectives d'avenir.
Et puis, bien sûr, des enjeux, on en a parlé, de positionnement économique, mais aussi de positionnement territoriaux, c'est-à-dire au moment où les régions se sont pour certaines élargies, au moment où le fait métropolitain s'affirme, il y a aussi une place dans ces territoires pour que ces villes centres, je parle des villes en particulier, eh bien, puissent trouver leur place, affirmer leur rôle. Et donc c'est progressivement à ça que nous nous sommes intéressés. Et donc nous sommes aujourd'hui, je vais vite, partenaires du programme national Action Cœur de Ville, qui est tout récent, puisqu'il a été lancé il y a moins d'un an, auquel nous avons fortement contribué, je crois qu'on peut le dire tout simplement. Et nous sommes aujourd'hui très engagés dans sa mise en œuvre. On reparlera bien sûr des questions d'argent, puisque quand on parle de la caisse des dépôts, il y a le mot caisse, donc évidemment on pense aux moyens financiers. Mais je voulais, avant cela, dire 2-3 mots. D'abord pour dire que lorsqu'on s'intéresse, là c'est 222 territoires, et pas simplement 222 villes, puisqu'on s'intéresse à la ville-centre dans son environnement, et donc c'est aussi dans son intercommunalité, dans son bassin de vie. D'abord, on rencontre une très très grande diversité de territoires. Je pense qu'il y a un premier danger qu'il faut écarter, c'est de considérer que ces villes, qu'on qualifie de moyennes ou d'intermédiaires, enfin peu importe, ces villes qui jouent ce rôle de centralité dans l'espace régional, elles sont toutes à qualifier comme villes en crise, villes en difficulté, villes que le marché n'intéresse pas, etc. C'est vrai pour certaines, mais ce n'est pas vrai globalement, et donc il faut les regarder dans leur diversité. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons été très attentifs, et c'est heureusement une réalité, pour que ce programme national, à la différence d'autres programmes nationaux, ne s'exprime pas d'en haut, mais vienne finalement, avec beaucoup de plasticité, s'adapter aux réalités de chacune des régions, puisque la réalité de chacune des régions, y compris sur ces sujets de ville-centre, est à prendre en considération. Premier point, grande diversité. Et on ne peut pas prendre en compte et accompagner la redynamisation d'un cœur de ville quand on est dans une ville qui est dans un processus global de croissance démographique, de croissance économique, et avec une ville-centre qui n'en bénéficie pas, parce que c'est parfois comme ça que ça se passe, ou quand on est dans une ville-centre qui est emmenée dans un processus global de décroissance économique et de décroissance démographique. Donc il faut vraiment qu'on fasse du sur-mesure, et qu'on adapte donc nos dispositifs et nos moyens nationaux à ces réalités différentes, et donc avec des plans d'action que l'on doit d'abord accompagner. Ça, c'est le premier point qui est important, c'est que ce programme Action Cœur de Ville, il dit d'abord à ces territoires, bâtissez, précisez, engagez des plans d'action sur lesquels on va venir, nous, vous accompagner dans leur élaboration si c'est nécessaire, mais surtout dans leur mise en œuvre au moment où vous serez en maturité, on va dire, pour mettre en place telle action en matière de logement, en matière de commerce, en matière de mobilité, en matière de biodiversité, en matière d'énergie, puisque, ça a été dit et je n'y reviens pas, bien évidemment, c'est souvent par la question du commerce que s'exprime, on va dire, comme un révélateur, la nécessité d'agir aujourd'hui de manière très active sur ces villes, mais ça n'est qu'un révélateur. Le commerce, il révèle le fonctionnement ou les dysfonctionnements d'un territoire, et comme l'a très bien dit le président Malvy, tout ça est une histoire de flux. Donc un commerce, c'est assez simple, hein. Il se met, c'est vrai, de nos commerces électroniques comme des commerces physiques, là où il y a des flux. Donc il va là où il y a des flux. S'il n'y a pas de flux, il ne s'intéressera pas à ce territoire ou ne s'y installera pas. À l'inverse, s'il y a des flux, eh bien, il y a un certain nombre d'activités qui iront. Et donc cette question des flux, elle est absolument fondamentale parce qu'elle nous amène à accompagner des projets de nature très très différente. C'est la question de l'habitat, ça a été évoqué. Comment on redensifie effectivement ces villes-centres dans leur fonction d'habitat. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts ou en décrétant que les habitants doivent y venir. Ça dépend aussi de la qualité de l'offre qu'on y amène. Et donc ça renvoie très directement à ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire comment on permet aussi, dans ces cœurs de ville où les opérations sont plus complexes et donc aussi plus coûteuses, à travailler sur un certain nombre de modèles économiques qui permettent à ces projets de se réaliser effectivement. J'en dirai un mot concernant le dispositif Malraux.
Mais ce n'est pas que l'habitat, c'est aussi la question de la mobilité, ça a été dit, c'est aussi la question de la praticité, comment ces villes sont pratiques à vivre, comment on y trouve un certain nombre de services. Et je pense qu'il a été évoqué à plusieurs reprises, la question du positionnement, par exemple, des populations qui avancent dans l'âge dans nos villes, et donc de leur bonne qualité de vie dans le cœur de ces villes, est un levier de développement durable et assez considérable. C'est ce qu'on appelle dans les jargons l'économie présentielle. Et vous savez, c'est toute la question, est-ce que les emplois vont là où sont les habitants ou est-ce que les habitants vont là où il y a les emplois? Les deux. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des emplois de services sont là où il y a aussi les habitants. Et donc la qualité des services est un élément d'attractivité absolument fondamental. Et si dans un cœur de ville, on laisse finalement filer, par exemple, les fonctions de santé en dehors du cœur de la ville, eh bien, vous aurez à ce moment-là des conséquences qui s'enchaîneront sur les activités commerciales qui iront là où il y a une petite centralité qui se constitue autour des fonctions de santé, mais aussi des choix résidentiels qui s'organiseront autour de la localisation de ces activités. Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors, comment on accompagne tout ça ? L'idée, c'est effectivement d'accompagner la précision de ces projets, parce qu'on voit bien que si ces projets ne sont pas extrêmement précis, cohérents aussi à l'échelle du bassin de vie, eh bien à ce moment-là, c'est vain, et je pense que ce ne sont pas des petites actions les unes à côté des autres qui retourneront les tendances, donc c'est fondamental. Mais ensuite, il faut que nous ayons créé les conditions pour ces territoires d'une mobilisation de ressources qui leur permettent de mettre en œuvre les projets. Alors, l'une des contributions que nous apportons, nous, la Caisse des dépôts, c'est précisément d'accompagner dans ce qu'on appelle l'ingénierie, je n'y reviens pas, c'est comment on précise, on viabilise, on sécurise les projets qu'on va accompagner dans ces cœurs de ville, mais il faut aussi aider à leur concrétisation. Et le président Malvy me tend un exemple, puisque le cas de Sedan est de ce point de vue-là tout à fait intéressant, puisqu'effectivement, je ne reviens pas sur le château, monument historique, qu'à un moment donné, l'équipe municipale de Sedan envisage de reconvertir en hôtellerie, donc en faire un élément d'attractivité nouvelle dans un territoire dans lequel on ne se précipite pas forcément en termes touristiques. Et c'est là où on va trouver la Caisse des dépôts, puisque cet investissement, il n'est pas un investissement public. À un moment donné, le maire de Sedan, c'est pas lui qui va ouvrir un hôtel, c'est pas lui qui va recruter des personnes pour faire en sorte que la restauration, l'agencement des chambres, etc., soit de bonne qualité. Ça, c'est des métiers. Et donc, c'est des métiers qui sont entre les mains de professions. Et donc là, la Caisse des dépôts a proposé au maire de Sedan de venir d'abord tester le marché. Est-ce qu'il y a un marché pour faire un hôtel effectivement haut de gamme à Sedan et dans quelles conditions ? Et ensuite, trouver un opérateur qui va venir exploiter cet hôtel. Et pour tout cela, il faut aussi qu'il y ait des investissements. Et bien là, on a un exemple où la Caisse des dépôts est venue investir, donc apporter des moyens sur ses fonds propres pour permettre à ce projet de se réaliser. C'est un très bon exemple parce que ça me permet de dire que si on imagine que dans ces territoires cœur de ville, qui pour certains ont connu aussi des difficultés, donc avec des collectivités qui ont des ressources limitées. Et quand on regarde un petit peu les tendances pour les années qui viennent, on ne se dit pas qu'il y a des formidables marges de manœuvre dans les budgets des collectivités publiques, quelles qu'elles soient. Et donc il faut amener aussi des nouveaux modèles pour développer les projets dans ces territoires. Et c'est là où, quand on discute avec vous sur l'immobilier de la Poste dans ces cœurs de ville, on se dit finalement, le modèle, c'est pas forcément qu'on repasse par la case publique pour que la mairie essaye de s'en débrouiller, c'est peut-être des modèles aussi où on fait des alliances entre le public et le privé pour trouver des solutions et aussi pour desserrer finalement l'étau dans lequel se retrouve le porteur de projet public contraint par ses moyens budgétaires. Donc la promesse en quelque sorte de cœur de ville, c'est bien sûr d'accompagner, c'est de travailler sur tous ces sujets d'une grande diversité, je n'y reviens pas, mais c'est aussi de faire bouger les lignes dans les manières d'agir. Et ça,
Je crois que c'est encore une démonstration à faire, parce que si on sait bien le faire finalement dans les métropoles, là où le marché amène des solutions un peu spontanément, il faut aussi qu'on y amène des solutions qui font l'alliance entre le public et le privé. Et c'est là que je crois la Banque des Territoires peut apporter une contribution décisive. En tout cas, nous mettons, nous, sur la table 1,7 milliard pendant les 5 ans pour apporter ces solutions dans ces 222 villes et bien sûr dans d'autres, puisque ce n'est pas évidemment que sur les 222 villes que nous sommes uniquement concentrés. Mais là, j'ai parlé en particulier du programme Cœur de Ville et j'en termine là. Merci. Alors, je suis désolé, je pensais qu'on allait pouvoir débattre pendant quelques minutes, mais on nous rappelle à l'ordre, parce qu'il y a une conférence qui commence dans 10 minutes. Il faut remettre un peu la salle en état, donc on nous demande de bien vouloir la libérer. Si certains veulent reprendre la discussion, Site et Cité Remarquable a un stand qui est salle de l'Orme. Donc nous pouvons nous y retrouver dans 5 minutes si vous le souhaitez. Merci d'avoir été là et avec nos excuses de cette impossibilité d'avoir un dialogue, même utilité. Bref, merci.